Dans ce journal, une déclaration du président du Faso sur la situation politique nationale. La déclaration nous sera lue ici par le ministre de la Communication et puis fait des acteurs économiques du centre-ouest de bons élèves du civisme fiscal. C'est l'objectif d'une sensibilisation menée par le département en charge de la promotion civique à Koudougou. Roger Anin n'est plus. Le commissaire Navarro de la célèbre série télévisée du même nom est décédé ce matin même à l'âge de 89 ans. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous et merci de votre attention. Le Burkina Faso revient de loin. La crise née du mouvement d'humeur au sein du régiment de sécurité présidentielle sur fond de revendications corporatistes a failli compromettre la transition. C'est la conviction du président Michel Kafando qui relève dans un communiqué rendu public que les conséquences auraient pu être désastreuses pour notre pays. À présent, je vous invite à suivre l'intégralité de ce communiqué du président du Faso. C'est un communiqué lu par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Frédéric Nikema. Communiqué de la présidence du Faso. Hier, mardi 10 février 2015, j'ai eu une séance de travail avec mes principaux collaborateurs, dont le Premier ministre. Venant après les derniers événements, la réunion avait essentiellement pour objet de faire le point de la situation et surtout de tirer des conclusions de la grave crise engendrée par le régiment de sécurité présidentielle RSP. C'est le lieu de louer le sens des responsabilités de tous les protagonistes qui a permis de ramener la situation à la normale. Une situation qui aurait pu déboucher sur des conséquences désastreuses pour notre pays au moment où la transition amorce l'étape décisive de la mission que le peuple lui a confiée. L'on se rappelle en effet que le mercredi 4 février 2015, le processus de transition engagé dans notre pays, à la suite de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, a été pour une seconde fois ébranlé du fait de revendications au sein du régiment de sécurité présidentielle. Fort heureusement, grâce à la forte implication des plus hautes autorités de l'État, d'autorités militaires, morales, religieuses et de la communauté internationale, un consensus a été trouvé afin d'éviter déchirures, affrontements, rupture de cohésion au sein de cette unité des forces armées nationales et corrélativement le blocage de l'agenda de la transition. Je voudrais remercier tous ceux qui ont œuvré, au plan national comme international, à l'obtention du consensus auquel nous sommes parvenus. À quelque chose, malheur est bon. Cette crise nous aura révélé le refus du peuple de se laisser caporaliser, de se laisser imposer un diktat par une fraction de l'armée. Elle aura surtout révélé la vigilance du peuple burkinabé s'agissant du respect strict des institutions démocratiques. La transition est l'émanation de la volonté populaire et vouloir l'entraver par la coercition ou la violence, c'est s'attaquer en direct au peuple. C'est le sens des manifestations de réprobation généralisées du 7 février dernier. De façon générale, je remercie l'ensemble des forces vives de la nation qui, à cette occasion, ont fait front commun afin de défendre la transition. Je salue leur élan de patriotisme pour que le processus enclenché puisse se poursuivre dans la paix et la stabilité en vue des élections en octobre 2015. À présent, je convie tout le monde à l'apaisement, afin de permettre au gouvernement de travailler dans la sérénité pour répondre aux aspirations et attentes légitimes des populations telles qu'exprimées à la suite de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Du reste, des instructions ont été données afin que d'ici à 3 mois, un plan de réorientation de l'emploi du régiment de sécurité présidentielle me soit transmis par la commission que j'ai mise sur pied à cet effet dès le mercredi 4 février 2015. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, son Excellence Michel Kafando, président de la transition, président du Faso.
Voilà, la déclaration a été recueillie pour nous par Ernest Cambiré. Et puis sachez qu'après le rendez-vous manqué de la semaine dernière, le Conseil des ministres est effectivement tenu aujourd'hui au palais de Kosiam sous la présidence du chef de l'État, Michel Kafando. Il a notamment examiné un décret portant révision exceptionnelle des listes électorales. Dans la perspective de l'enrôlement biométrique, le Conseil a également abordé la question de l'établissement massif et gratuit d'actes de naissance et ainsi que celle de la délivrance des cartes nationales d'identité burkinabè, un décret relatif à la prise en compte des attestations et certificats de niveau des cycles LMD dans les concours de recrutement à la fonction publique était également sur la table du Conseil. Nous reviendrons bien sûr plus en détail sur cette session du Conseil des ministres au cours de nos prochaines éditions et vous aurez bien sûr l'intégralité de la lecture du Conseil des ministres à l'issue de cette édition de l'actualité. Autre point de l'actualité, la rencontre entre le gouvernement et la presse cette semaine avait pour centre d'intérêt les guichets d'appui à l'entrepreneuriat féminin et au secteur informel. Les ministres en charge du budget, de la promotion de la femme et du commerce ont donné des explications sur le comment et le pourquoi donc de ces structures de financement aux hommes de médias. C'est Claudine Bikaba qui a suivi le point de presse pour nous. Les guichets d'appui à l'entrepreneuriat féminin et au secteur informel ont créé à l'époque une tension entre le gouvernement et les acteurs de ces secteurs. Et la presse a été invitée à échanger avec les ministres concernés sur la question. Le comité qui a été chargé de collecter ces demandes et de les examiner a reçu environ 317 milliards de besoins exprimés. Et lorsqu'on fait le point également, au niveau de ce qui a été réellement fait en 2014, on se rend compte que c'est vrai. 5 milliards sur les 10 milliards ont été virés dans les comptes du Fonds burkinabé de développement économique et social qui devra faire le dispatching maintenant au niveau de l'entrepreneuriat féminin et au niveau du secteur informel. Mais ce virement n'a pas connu de mouvement effectif. Pour éviter tout et des incompréhensions par rapport à ces prêts, des critères comme la qualité du promoteur du projet, l'apport financier personnel, la pertinence du projet, sa rentabilité et son originalité et l'appréciation du taux d'intérêt et bien d'autres sont les bases sur lesquelles les bénéficiaires seront sélectionnés. À la session du Conseil des ministres, il a été souhaité qu'une campagne de communication soit assurée à l'adresse de tous ceux-là qui ont eu à formuler les demandes pour premièrement préciser qu'il s'agit bel et bien d'un prêt et non d'un cadeau. Ça, c'était le premier mot d'ordre. Et également de rassurer les uns et les autres que du fait que c'est un prêt, le gouvernement va recourir à l'appui du système de financement décentralisé qu'on appelle souvent à l'exemple des caisses populaires pour placer ces fonds et que ces caisses populaires puissent accompagner le comité de suivi de ces prêts au niveau régional pour s'assurer que véritablement les bénéficiaires existent au niveau des régions et que les projets qu'ils ont présentés existent et que également ces projets sont bancables. Pour opérationnaliser ces guichets, il sera procédé au premier placement de 6 milliards pour les femmes et 4,5 milliards pour le secteur informel au plus tard au mois d'avril, a souligné Amina Bila. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères en visite au Burkina Faso était ce matin chez le président du Conseil national de la transition, Chérif Sy et David Ling Yung Lo ont parlé santé, éducation et formation, principaux domaines d'intervention de la Chine-Taïwan au Burkina Faso. Nous écoutons le ministre taïwanais à sa sortie d'audience. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité d'échanger les points de vue avec Monsieur le Président, particulièrement dans les domaines de coopération entre nos deux pays.
Par exemple, la formation professionnelle, la santé publique, l'agriculture. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, nous pouvons travailler ensemble pour renforcer les coopérations entre nos deux pays. Et à l'école primaire Tienfang A, le ministre taïwanais des Affaires étrangères a pu faire ce matin le constat de l'exécution du projet Une lampe pour l'Afrique et l'impact positif de ce programme dans l'encadrement des élèves. C'est Estelle Judith Assogba qui était de la partie. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères regarde avec admiration ses élèves qui étudient à l'aide de lampes solaires. Ils le font quotidiennement à la nuit tombée depuis déjà 4 ans. Ces lampes qui leur permettent d'apprendre leurs leçons et de traiter leurs exercices la nuit, ils les ont reçues de la part de la Chine-Taïwan dans le cadre du projet Une lampe pour l'Afrique, un projet qui est à sa 3e phase. Ce projet est très important pour tous les élèves au Burkina Faso. Je suis très heureux que mon gouvernement, le gouvernement de la République de Chine, Taïwan, pour coopérer avec le gouvernement pour le projet. Depuis l'intervention du projet à l'école Tienfang A, les encadreurs affirment avoir ressenti un changement notable des résultats scolaires et un engouement lors des recrutements. Nous avons vraiment vu un impact positif de la présence de ces lampes au niveau donc de cette école. Non seulement les enfants ont acquis l'habitude d'étudier, et en plus de cela, nous voyons que la tâche des enseignants a été vraiment allégée, dans la mesure où les leçons sont apprises, et en tout cas ça soulage beaucoup les enseignants. Cela donc s'est répercuté d'une manière visible et tangible à travers donc des résultats éloquents. Et durant l'année scolaire 2013-2014, où l'école a enregistré un pourcentage de 100%. Le projet intervient dans les zones rurales non électrifiées. Dans la commune rurale de Komsilga, sur les 57 écoles, seulement 2 bénéficient de ce projet, Tienfang A et Zexé. Cette visite a été une aubaine pour les parents, encadreurs et la coordonnatrice du projet d'adresser un message à l'hôte du jour. Nous souhaiterions que en tout cas, le projet se pérennise et que ça s'étende sur beaucoup plus d'écoles. Parce qu'à notre niveau ici, la demande est forte à cause des lampes. Voilà, donc si les autres écoles pouvaient aussi en bénéficier, nous croyons que en tout cas, ça va être en tout cas, quelque chose de positif pour l'éducation dans son ensemble. Bien reçu, ce message, le ministre a promis de le transmettre à son gouvernement. On aura bientôt une cartographie précise sur les risques professionnels au Burkina Faso. La Caisse nationale de sécurité sociale vient de lancer une étude qui devrait être menée dans plusieurs secteurs d'activité. Le résultat de cette étude sera un guide pour les futures actions de prévention. Bouma Ernest Nebier. Les risques professionnels existent dans tous les secteurs d'activité au Burkina. Pour mieux les prévenir, la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, veut mieux les connaître, d'où l'organisation de cette étude intitulée « Étude sur la cartographie des risques professionnels ». Cette étude sur la cartographie des risques professionnels est une étude que nous allons mener dans 410 entreprises du secteur privé structuré et dans 130 ateliers relevant de l'économie informelle. Cette étude vise comme objectif une meilleure connaissance des risques professionnels dans les ateliers comme dans les entreprises afin de mieux cibler nos actions de prévention. Et à la fin de cette étude, vous allez voir représenter sur une carte du Burkina Faso l'ensemble des risques professionnels dans les différentes régions et dans les différents secteurs d'activité économique. Première du genre, cette étude, selon le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, va permettre de prévenir au maximum les risques professionnels et de garantir la santé des travailleurs. S'inscrivant dans le cadre du plan triennal de la CNSS, cette étude déjà lancée prendra fin le 30 avril 2015.
Les acteurs économiques du Centre-Ouest à l'école du civisme fiscal. Le département en charge de la promotion civique vise 2 objectifs à travers cette sensibilisation. Il s'agit d'abord d'amener ces acteurs à ne plus percevoir l'impôt comme une charge qu'il faille contourner et ensuite de les interpeller sur le respect des règles de concurrence à la base du système de l'économie libérale. Isaïe Parkouda. Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique veut promouvoir le civisme fiscal par une diffusion de la réglementation régissant les activités économiques. Et ces opérateurs économiques venus des 4 provinces de la région du Centre-Ouest sont à l'école des bonnes pratiques commerciales. Cette rencontre vise à cultiver en eux le devoir citoyen de participer au développement économique du pays et à les inciter à payer leurs impôts conformément aux textes en vigueur. Il y a ce qu'on appelle la crise du civisme dans notre pays qui n'est pas aucun domaine. Donc ça veut dire que le domaine économique est concerné par la question. Il n'est pas rare par exemple de voir la contrefaçon, de voir des produits périmés qu'on vend donc, dans des boutiques et autres. Voilà, donc c'est pour les sensibiliser sur le respect donc, des règles qui encadre l'exercice de l'activité commerciale. L'incivisme économique constitue un handicap au développement selon les organisateurs, d'où cet atelier de sensibilisation des acteurs économiques. Le ministère en charge de la justice et des droits humains compte atteindre son objectif, celui de parvenir à une bonne gouvernance économique. Après le centre-ouest, l'atelier devra se tenir dans le centre-est. Le contingent Badéen 2 est de retour au Faso après 12 mois de bons et loyaux services au Mali. La hiérarchie militaire, fière du comportement de cette troupe sur le terrain de la stabilisation et de la restauration de l'autorité de l'État malien sous mandat onusien, a accueilli le contingent en héros. Et ce sont donc tous les soldats et officiers de Badéen 2 qui ont été décorés hier de la mémoire commémorative. La cérémonie solennelle a été suivie pour nous par Abdul Rasmane Zongo. C'est une seule phrase qui fidélise l'attention et monopolise ces cérémoniales ici à la place de la Révolution. Une phrase que vous découvrirez patiemment au cours de cet élément de reportage. En temps de paix et de guerre, il a pour devoir régalien la défense suprême et la protection ferme du territoire, des populations et des biens. Oui, le militaire modèle se révèle en tout temps et circonstances comme le gardien éveillé de la paix et de la sécurité, de l'intégrité territoriale, humaine et matérielle. Même si le droit n'est pas toujours droit à tous les endroits, à cet endroit précis d'une mission réussie au Mali, le soldat a droit à un regard eu égard à ses sacrifices héroïques ou à son beau service inscrit dans la durée. Entre discours, salut des couleurs nationales et passage en revue de la troupe, dans une démarche harmonieusement proportionnée ou proportionnellement harmonisée et sur fond musical minutieusement distillé, le général Zagré entérine l'acte officiel. Mon lieutenant-colonel, la nation burkinabé vous est reconnaissante. La cérémonie de cet après-midi est l'expression de la reconnaissance de la nation à leur égard et donc pour la mission qui a été remplie. Et vous avez suivi, il y a eu quelques camarades du bataillon qui ont payé de leur vie au cours de cette mission. Donc cette cérémonie est une reconnaissance de leur sacrifice, du devoir bien accompli. Ils sont plus de 800 hommes à être médaillés pour avoir su négocier leur expédition au Djoliba, mais aussi contribuer à pacifier le Mali aux côtés d'autres contingents sous mandat onusien de la MUNISMA. Nous avons apporté de la quiétude aux populations avec le nombre de patrouilles que nous effectuons sur tous les territoires. Et rappelez-vous que les territoires en fait, que contrôle le bataillon est très vaste, mais nous avons fait l'effort en tout cas de ramener la quiétude et les activités en tout cas des populations ont en tout cas pu reprendre assez correctement. Un sentiment de joie et de fierté qui m'anime d'être allé défendre les couleurs de mon pays et d'être rentré en bonne santé. La mémoire de ceux qui ont payé un lourd tribut a été pieusement saluée et ces 5 soldats du contingent Badéen 2, par la présence de leur famille, ont été décorés à titre posthume de la même médaille commémorative avec agrafe République du Mali.
Voilà, et puis en santé, on signale des cas d'excision dans la COSI. Les victimes sont au nombre de 7. Le directeur régional de l'action sociale est allé à l'information à Nouna sur les faits et surtout sur l'état de santé des victimes. Francis Tien. Comme ce nourrisson de 10 mois, elles sont au total 7 fillettes victimes de l'excision âgées de 10 mois à 4 ans. Ce nouveau cas d'excision a été découvert grâce à la collaboration entre la brigade de recherche de gendarmerie et la direction provinciale de l'action sociale de Nouna. C'est le 9 vers 19h qu'un numéro anonyme m'a appelé me disant qu'il y a des situations d'excision au niveau du secteur 5 de Nouna. Automatiquement, on a saisi le CB. Je pense qu'ils ont mené l'opération. Les 7 victimes ont été conduites au centre médical de Nouna pour les premiers soins. Contacté par notre équipe, le responsable du SEMA a refusé de s'exprimer sans autorisation. La gendarmerie a procédé à l'interpellation d'une dizaine de personnes pour la suite de l'enquête. Selon la brigade de recherche, l'exciseuse actuellement en cavale est vivement recherchée par les forces de sécurité. Certains disent que si la fille n'est pas excisée, elle ne gagnera pas de mal. Elle n'enfantera pas. D'autres même disent qu'elle deviendra frivole. Réputé comme étant une pratique qui a la peau dure, le combat contre l'excision nécessite des mesures drastiques. Les mamans attestent avoir déjà entendu parler donc de la lutte contre la pratique de l'excision et même que c'est interdit. Il va falloir qu'on sanctionne, qu'on soit vraiment rigoureux avec les contrevenants. Alors je pense que c'est vraiment la seule façon maintenant de le faire entendre raison. Après les enquêtes de la gendarmerie, le dossier sera transmis à la justice. Le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo s'est doté d'une feuille de route pour la réalisation de ses objectifs sur la période 2013-2017. Le plan d'établissement fait objet d'un atelier d'information au profit des acteurs chargés de sa mise en œuvre. Wendata Nathalie Kaouri. Établissement sanitaire de référence de dernier niveau, le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo est souvent interpellé pour ses dysfonctionnements et la mauvaise qualité des services. Cela a conduit ses premiers responsables à mettre en place un plan qui devra permettre au CHU Yalgado Ouedraogo de répondre efficacement aux besoins de santé des populations. Ce plan s'appelle un projet d'établissement dont la mise en œuvre se traduit entre autres par des plans d'action annuels. Et l'une des activités inscrites dans le plan d'action annuel est la communication pour mettre tous les acteurs au même niveau de connaissance du projet d'établissement du CHU Yalgado Ouedraogo. Il arrive que tout le monde ne comprend pas la nécessité de s'inspirer du projet d'établissement avant de proposer leur plan d'action. Et il est apparu que c'était nécessaire d'expliquer le mécanisme à l'ensemble des cadres surtout. Là, on voit que toute la chaîne de commandement est imprégnée effectivement des actions que nous avons adoptées, que notre organe délibérant a adoptées et qui va permettre effectivement une mise en œuvre harmonieuse et dynamique de la chose pour éviter justement qu'il y ait des ratés par-ci, etc. L'atelier réunit les directeurs, les chefs de département et chefs de service du CHU Yalgado Ouedraogo. Ils devront repartir de cette rencontre avec une meilleure connaissance du rôle qu'ils auront à jouer pour permettre à cet hôpital de relever le niveau de sa qualité d'offre de soins. Nous allons à Bobo-Dioulasso où le Parti pour le développement et la démocratie dévoile ses ambitions à la presse. Le parti qui est né il y a 3 mois tente de se faire une place sur la scène politique nationale. Et ce premier face-à-face avec les hommes de médias marque une certaine détermination de la part des responsables du PDD. Awa Ouedraogo. Des jeunes optimistes, pleins d'ambition, surtout en politique, ont créé leur parti, le PDD, Parti pour le développement et la démocratie, dira le chargé de communication du parti à cette conférence. Dirigé par Sidibé Abdoulaye, étudiant en droit, le PDD est reconnu officiellement le 12 novembre 2014. Et c'est son premier face-à-face avec les journalistes. Et comme tout parti politique, le PDD, bien qu'il soit jeune, ne compte pas faire de la figuration dans l'arène politique burkinabé. Le but de notre parti
est la conquête et l'exercice du pouvoir d'État à travers les urnes en vue de défendre la démocratie et l'intérêt collectif du peuple burkinabé. Le PDD se donne le statut emblématique suivant. La balance en or inclus dans la carte du Burkina. Cela signifie que le PDD se fixe comme priorité d'établir une justice équitable et universelle pour tous les citoyens burkinabés à travers le territoire national. La devise de notre parti est unité, égalité et développement. Pour l'instant, le PDD n'est implanté que dans l'ouest du Burkina Faso. Et selon le président, cette formation politique procédera les jours à venir à l'installation des bureaux régionaux, provinciaux et communaux à travers le pays. Dans le plateau central, c'est Alphonse Sebgo qui est chargé de l'organisation de l'Union pour le progrès et le changement. La mission principale qui lui a été confiée, c'est de mobiliser les militants et sympathisants du parti donc pour les élections couplées d'octobre prochain. La première étape étant bien sûr la participation massive des populations aux opérations d'enrôlement biométrique. C'est Moussa qui a suivi l'installation du correspondant de l'UPC à Zignari. Alphonse Sebego est ici installé comme correspondant provincial de l'Union pour le progrès et le changement UPC de Lubrutenga. Il reçoit ainsi le statut et le règlement intérieur du parti de la main de Rose Marie Compaoré, secrétaire général national chargé des structures de base. Devant militants et sympathisants, l'homme s'est engagé à aller à la conquête de nouvelles voies afin de permettre à son parti de remporter des victoires aux élections couplées présidentielles et législatives du 11 octobre 2015. C'était impensable il y a quelques mois qu'un parti politique d'opposition puisse s'installer à Zignari. Donc ça, c'est déjà un grand événement. Mais vous avez vu la mobilisation de la population, ça traduit donc l'engouement réel et la volonté donc de changement que ressent la population. Donc de ce côté, nous n'avons pas d'inquiétude, nous sommes déjà armés. Nous sommes prêts et nous irons à Kosiam. À cette cérémonie d'installation du correspondant UPC de Lubrutenga, le message a été le même. Mobilisation des militants de l'UPC pour une alternance réelle. Et déjà, les différents intervenants ont appelé les jeunes femmes qui n'ont pas encore de carte d'électeur à participer aux opérations d'enrôlement biométrique prévues du 3 mars au 18 mai 2015. Ouaga Action Plus, c'est le tout nouveau club service incorporé de Lions Club. La création de cette section s'inscrit dans la logique du Lions Club d'étendre sa base pour être encore plus au service de la communauté. Nous suivons SL Judith Assogba. Cette remise de charte du Lions Club marque officiellement la création d'une nouvelle zone. Elle est dénommée Ouaga Action Plus. Selon les responsables du club, cette section se veut être un club service afin d'assister leurs prochains en situation difficile. C'est du moins ce qui stipule l'esprit du lionisme. Montrer ma foi dans la valeur de ma vocation par une application industrieuse afin de mériter pour mes services une réputation de qualité. Chercher le succès et demander rémunération et profit en juste prix pour mes efforts, mais n'accepter ni profit ni succès au détriment du respect de soi en obtenant des avantages déloyaux envers ou à cause d'actes douteux de ma part. Me rappeler qu'il n'est pas nécessaire pour réussir mon entreprise d'écraser les autres. Ouaga Action Plus, qui regroupe 25 membres issus des autres zones, forme le 30e club service de Ouagadougou. Pour plus de dynamisme et de détermination, le gouverneur du district 403A1, Blaise Diandjou, prodigue des conseils aux membres de cette nouvelle zone. Qu'ils s'épanouissent, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et comme ils sont dans l'action, qu'ils fassent toujours plus pour les prochains qui sont dans la nécessité. En rappel, Ouaga Action Plus a été créé le 19 janvier dernier. Son installation officielle marque ainsi la fin du conseil de cabinet du gouverneur. Voilà, et pour fermer ce journal, je vous invite à suivre la revue de presse des quotidiens de la place. C'est avec Godefroy Bazi. La lutte contre la secte Boko Haram constitue la trame principale de vos quotidiens de ce mercredi.
Le pays souligne que la traque de Boko Haram pourrait être corsée, car malgré le quitus donné par le Parlement nigérien au gouvernement pour l'envoi des soldats au Nigeria, le plus dur reste à faire. Voter une loi contre Boko Haram, indique le pays, est une chose, poser des actes pour le contrer sur le terrain en est une autre. Cette traque pourrait être corsée au Niger pour plusieurs raisons. Et mon confrère de citer pêle-mêle la réceptivité des populations nigériennes aux thèses développées par Boko Haram et la scolarisation des enfants dans les écoles coraniques au détriment de l'école classique. Il faut travailler à déparasiter les esprits et à déconstruire les thèses de la secte, conclut mon confrère. L'observateur Palga évoque pour sa part l'importance du renseignement. Le journal souligne que la mutualisation des forces africaines ne semble entamer en rien la détermination de Boko Haram. Mais comme on le sait, dans toute guerre, c'est le renseignement qui est à la base de toute action efficace. Comment expliquer qu'Aboubacar Shekau puisse narguer comme il le fait depuis toujours son pays natal et le monde sans que personne ne puisse le géolocaliser? La réponse, c'est que jusqu'à présent, on a déployé la logistique et les hommes, mais on n'a pas suffisamment fait dans le renseignement. Aujourd'hui, Ofaso a fait sa une sur ce que le journal qualifie de mémoire en défense du RSP, qui est en réalité une longue déclaration du régime de sécurité présidentielle sur son historique, ses missions et son organisation. Ce journal a consacré sa réflexion sur la République démocratique du Congo, où le pouvoir de Kabila est surveillé comme du lait sur le feu par les États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas lâcher le morceau, écrit mon confrère, qui note que même si Kabila a reculé sur la loi électorale qui ouvrait un boulevard au report des élections, il n'en demeure pas moins que des tours bien pendables peuvent se cacher dans les forêts du Katanga et peuvent être fourbis à tout moment. Enfin, vos quotidiens reviennent sur le limogeage de Paul Put à la tête des étalons. Le quotidien croit savoir que Stéphane Keshi, Jacques Santini, Claude Leroy et Alain Giresse sont candidats pour remplacer le Belge. L'observateur Palga a choisi d'employer la langue de Shakespeare, « We are looking for a boss », pour évoquer la succession ouverte de Paul Put. Enfin, on apprend dans les colonnes de notre temps que le limogeage de l'entraîneur des étalons va permettre à Paul Put de toucher 132 millions de francs CFA, représentant un cumul de salaire de 6 mois. Voilà, on s'arrête là pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne soirée à tous et à toutes. Je vous retrouve tout à l'heure pour la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres.